Merci beaucoup. Donc, je vais parler pendant, on va dire, 3 petits quarts d'heure. Je vais essayer de tenir le temps d'une manière très précise. L'Alzheimer demain, c'était pour moi en fait un sujet qui m'a replongé sur ma propre carrière. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la gériatrie. Et finalement, l'Alzheimer demain m'a forcé à regarder qu'est-ce qui s'était passé au cours des 30 dernières années, si on doit dire que demain, c'est dans 30 ans. Et finalement, après avoir été jeune étudiant dans les hospices, si je dois résumer le parcours qui a été fait en 30 ans, je le dirais sous 2 formes. La première, c'est l'identification des maladies. Avant, il y avait la démence sénile, il y avait cette relégation, et finalement, le champ médical s'intéressait très très peu à ces patients. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est devenu d'abord une vraie nosologie médicale, c'est-à-dire qu'on décrit des maladies, on s'intéresse aux patients en tant que tels. Et le deuxième mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot dignité, c'est-à-dire qu'on est passé d'un univers de relégation où finalement les gens étaient méchants, pervers. Ayant été étudiant en médecine à la fin des années 70 dans des hospices, j'ai vu des choses qui aujourd'hui paraîtraient totalement inhumaines et l'étaient totalement à cette époque. Et que finalement, ayant été identifiés comme des patients, toutes ces personnes ont acquis une vraie dignité qui n'existait pas à l'époque. Voilà. 30 ans, c'est beaucoup pour obtenir ces résultats. Et parler de prospective, c'est aussi compliqué parce que celui qui fait de la prospective, il a forcément une lecture personnelle ou une lecture avec des arrière-pensées d'idées devant lui. Et j'essaierai, c'est ma conviction, de donner une vision optimiste de l'avenir, même si aujourd'hui les choses peuvent sembler extrêmement compliquées en raison simplement de difficultés scientifiques et puis aussi de difficultés au quotidien que... Le narrateur l'a évoqué, finalement, tout le monde aujourd'hui est concerné. Il n'y a personne en France qui n'ait, dans ses proches, finalement rencontré cette problématique. Alors, Alzheimer, déclin cognitif, tout ça sont des mots véhiculaires. J'emploierais plutôt le mot de déclin cognitif. C'est finalement ces situations que vous connaissez bien où, en raison de l'affaiblissement d'une ou de plusieurs fonctions cérébrales, eh bien, on se trouve dans une difficulté d'interface avec le monde extérieur, où le monde vous paraît un peu étonnant, un peu étrange, parfois un peu agressif et dangereux, et où l'essentiel de notre action aujourd'hui est d'essayer de remettre tout le monde dans le monde. Quand on fait de la prospective, on fait forcément de la prospective chiffrée, parce qu'il faut bâtir des politiques. Cette diapositive vous montre une prospective chiffrée qui a été faite par des épidémiologistes nord-américains pour essayer finalement de mesurer le nombre de cas dans le futur. La maladie est liée à l'âge, et donc dans ces conditions, plus il y a de personnes âgées, plus a priori il y aura de patients, mais surtout d'essayer de tester l'impact que pourraient avoir des possibilités de prévention qui auraient des performances croissantes. Donc vous voyez par exemple dans ces différents modèles, l'idée c'est d'avoir une intervention qui permet de repousser dans le temps, alors de une demi-année, 1 année, 2 années, 5 années, l'émergence de la maladie. Et vous voyez que ces mesures, finalement, sont des mesures qui auraient des conséquences importantes, puisque à une échéance d'une trentaine d'années, il y aurait finalement presque 2 fois moins de patients. Alors quand ce papier est paru en 1998, on était tous à le regarder et on était un peu comme des enfants face à une vitrine de Noël. C'est-à-dire que ça nous émerveillait. Et on se disait, oh, si on arrive à gagner ça, peut-être ça serait tellement merveilleux. Et donc, vous allez voir que peut-être l'avenir est beaucoup plus radieux qu'il n'y paraît. Et cette, entre guillemets, épidémie, moi je déteste ce mot, mais finalement il traduit quand même des choses, c'est-à-dire cette augmentation du nombre de personnes concernées par le déclin cognitif, peut-être que les nouvelles ne sont pas si mauvaises. C'est vrai aussi que la nécessité de mettre à l'agenda de nos organisations, de nos universités, de nos ministères, de nos politiques, cette maladie, on a peut-être un petit peu forcer la note. Aujourd'hui, d'ailleurs, paradoxalement, on ne sait pas en France quel est le nombre réel de patients qui souffrent de déclin cognitif. Alors, suivant l'interlocuteur auquel nous nous adressons, on dit 400 000, 500 000, 600 000, 1 million, 1,2 million. Voilà. Aujourd'hui, il y a une vraie interrogation sur cet élément-là. L'avenir est compliqué, et il est d'autant plus compliqué que nous sommes confrontés à ce que j'appelle une crise du modèle biomédical. L'identification du déclin cognitif comme une maladie à part entière a donné lieu à la définition d'un corpus scientifique, d'un corpus biologique, d'un corpus médical. Et autour de cette notion, des efforts considérables ont été réalisés. Un effort de recherche internationale sans précédent. Le nombre de recherches, les milliards de dollars et d'euros qui sont investis, les plans nationaux pour la recherche, témoignent de l'intérêt de nos sociétés pour ces maladies. En fait, aujourd'hui, malgré tous ces efforts, on se rend compte que reste face à nous
pratiquement autant de questions, si ce n'est plus de questions, que nous n'avons de réponses. Et il n'est même pas certain que nous ayons énormément progressé depuis cette publication particulière qu'a faite un neuropathologiste allemand qui s'appelait Alois Alzheimer, qui étudiait une femme qui avait un tableau de déficit intellectuel important et qui a mis en évidence au microscope, en regardant le cerveau, 2 lésions qui étaient le dépôt d'une substance dont on maintenant connaît parfaitement bien la structure, qui était voilà, une sorte de tas de protéines qui étaient accumulées dans le cerveau. Et puis, il a repéré aussi le fait que les neurones mouraient et que la cicatrice de la mort de ces neurones se faisait sous la forme de ce qu'on appelle une dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire en fait des petites fibrilles qui sont accumulées. Ça, c'est 1906. Aujourd'hui, en 2014, on a progressé, mais c'est compliqué. Alors, aujourd'hui, cette protéine qui se dépose dans le cerveau, on en connaît le processus de synthèse, on en connaît éventuellement le processus d'élimination, mais le rôle exact qu'elle joue reste quelque chose de relativement mystérieux. On sait maintenant que la mort de ces cellules, des neurones, la dégénérescence neurofibrillaire, est liée à une anomalie de structure d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau, et cette protéine, elle est modifiée chimiquement, ce qui en altère les propriétés, et finalement, probablement le processus qui engage le neurone vers la mort. On sait aussi que les neurones se parlent entre eux avec ce qu'on appelle des connexions qu'on appelle les synapses, et ils se parlent entre eux en s'envoyant des petites quantités de substances qu'on appelle les neurotransmetteurs. Et ça, on a compris aussi que dans ces maladies à déclin cognitif, eh bien, ce système de transmission commence à être défaillant avant que la cellule ne meure. Et puis, on a compris aussi qu'il existait d'autres anomalies. Alors, on a dans le neurone des petits organites cellulaires qui sont en fait des centrales d'énergie, les mitochondries. On sait qu'elles marchent moins bien. On sait aussi que le carburant, qui est le glucose, et son partenaire, qui est l'insuline, qui fait rentrer le glucose dans les cellules, même si pour les neurones c'est un peu plus compliqué que ça, eh bien on sait que le carburant est mal utilisé. On sait aussi que les artères nourricières, au sens large du mot, la vascularisation, des processus inflammatoires, des anomalies des parois, on sait des choses, mais il vient de sortir, c'est vraiment la semaine dernière que cet article est sorti, dans une des plus grandes revues de médecine, le New England Journal of Medicine, qui est une grande revue nord-américaine. Il y a une synthèse faite par ces auteurs que je cite ici, donc qui reprennent la totalité des processus de la maladie d'Alzheimer. Et leur conclusion est une conclusion qui est terrifiante, c'est qu'ils disent il est possible que nous soyons totalement dans l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces mécanismes de la maladie d'Alzheimer tels que nous le présupposons, eh bien, ces personnes qui sont reconnues pour leurs compétences dans ce domaine, puisqu'on les a sollicités pour écrire cet article de synthèse dans cette revue, eh bien, leur conclusion, c'est peut-être qu'on se trompe totalement. Et donc c'est un vrai problème, parce que se tromper sur l'origine d'une maladie, c'est bien sûr réfléchir à des actions thérapeutiques en aveugle, et c'est très compliqué. Alors, on a quand même développé des approches médicamenteuses qui essayent d'agir sur ces 3 éléments principaux que j'évoquais, c'est-à-dire cette substance qui se dépose dans le cerveau, cette anomalie dans le fonctionnement de cette fameuse protéine, la protéine Tau, et puis aussi dans le fonctionnement des connexions entre neurones. Et ça a donné lieu ça donne lieu à 3 grandes catégories de substances qui ont des statuts de médicaments, qui devraient être destinés à améliorer l'état de santé des patients, avec bien sûr 2 orientations qui sont différentes. Si on essaye de corriger le dysfonctionnement d'une connexion entre 2 neurones, bien on va agir sur les symptômes, et puis si on agit sur la substance amyloïde et sur cette protéine Tau, on va imaginer qu'on agit plutôt sur le processus qui est à l'origine de la maladie elle-même. Alors, on a des pistes ou des médicaments dans chacun des axes. J'ai emprunté cette image à ce fameux article qui vient de sortir pour vous montrer la grande complexité, alors ne rentrons pas dans les détails, du fonctionnement des synapses. Tout ça pour dire que le neurone qui veut parler à l'autre neurone va sécréter une petite vésicule avec dedans des substances qui vont aller agir, stimuler le neurone qui est de l'autre côté. Et donc, on imagine bien que si on améliore la puissance d'action de cette petite quantité de neurotransmetteurs, eh bien, on peut améliorer les symptômes. Alors, cette restauration de la fonction synaptique, ça a été une piste thérapeutique, et en fait, ça a donné lieu aux médicaments qui ont été commercialisés au milieu des années 90 et qui existent toujours dans l'arsenal thérapeutique français, avec une interrogation très forte a posteriori maintenant sur leur efficacité. Et la Haute Autorité de Santé les a réévalués il y a 2 ans. Et globalement, on a un peu le sentiment que ces médicaments ont des effets qui sont très faibles, voire, allez, si on parle franchement,
probablement tellement faibles qu'ils sont proches d'un effet nul, qu'ils ne sont pas totalement innocents et que, notamment lorsqu'ils sont utilisés dans une population de personnes très âgées, qui ont d'autres maladies par ailleurs et qui prennent d'autres médicaments, ils sont éventuellement la source d'interactions médicamenteuses. Et donc cette piste est aujourd'hui une piste qui malheureusement n'a pas montré son efficacité, qui est une piste qui est abandonnée puisqu'il n'y a aucun nouvel industriel du médicament qui essaye de développer des molécules sur cet axe-là. Peut-être que cette piste renaîtra un jour, mais aujourd'hui malheureusement elle est sans efficacité. L'autre hypothèse a été d'essayer d'agir. Alors, ne regardez pas ce schéma compliqué dans son détail, c'est simplement pour dire que la protéine qui se dépose dans le cerveau, eh bien, elle est fabriquée à l'intérieur des neurones. Elle a un chemin ensuite à la fois de transformation et de processus qui permet de la faire sortir de la cellule et ensuite de se déposer. Et donc, à chacune des étapes de ce processus, qui est un processus complexe, on peut imaginer différentes actions, c'est-à-dire d'empêcher cette protéine d'être produite, de l'empêcher de se déposer, voire d'imaginer un processus où on assurait une sorte de nettoyage. Et c'est surtout ce dernier élément qui a fait l'objet d'études récentes, qui est l'idée, comme c'est une protéine, d'aller utiliser des anticorps qui, vous savez, nous défendent contre les microbes, qui sont en fait des molécules qui nettoient, enfin c'est des molécules qui mettent à la poubelle en quelque sorte des choses indésirables. Eh bien, on a essayé un certain nombre de molécules dans ce domaine. Ça fait une quinzaine d'années que des essais sont menés. Ça s'appelle dans un langage commun plutôt les vaccins, même si ça n'a pas lié, c'est pas réellement une procédure de vaccin. Malheureusement, au milieu de l'année 2014, ont été publiés 4 grands essais, toujours dans cette grande revue qu'est le New England Journal of Medicine, qui sont malheureusement des essais qui sont totalement décevants sur le plan de leur efficacité clinique. C'est-à-dire que ces médicaments n'ont en rien changé les troubles de la mémoire, les troubles du langage des malades qui participaient à cet essai. Il n'en reste pas moins que ces essais, même négatifs, nous apportent beaucoup de choses et portent interrogation sur, là encore, le processus de la maladie. Ces médicaments changent bon nombre de paramètres biologiques chez les patients, et démontrent donc une action indiscutable de ces molécules, sans pour autant qu'il y ait une traduction clinique sous la forme d'une modification des fonctions cognitives. Alors, à côté de ça, on essaye aussi d'agir sur la synthèse et la manière dont se structure ce peptide. Aujourd'hui, ce sont des molécules qui sont en développement et pour le moment, donc, cette piste de recherche qui continue à être extrêmement féconde, l'industrie du médicament investit beaucoup, reste malheureusement quelque chose qui n'a pas abouti à des médicaments efficaces. Troisième idée, c'est d'agir sur le processus de la maladie. Alors, à l'intérieur des neurones, on a des petits tubes, ces tubules, qui sont en quelque sorte des canaux qui font circuler des substances à l'intérieur du neurone. Et cette fameuse protéine Tau participe à la structure de ces canaux. Et finalement, lorsqu'elle subit une modification, qui est en fait l'adjonction à sa structure de radicaux qui comportent des phosphates, eh bien, elle commence à être délétère pour le tubule. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'elle se phosphoryle, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus phosphorylée, eh bien, le tubule commence à exploser, se désagrège, et c'est ce qui est à l'origine de la mort des neurones et de ce dépôt des substances, des dégénérescences neurofibrillaires. L'idée de modifier ce processus chimique qui commence à altérer cette protéine, eh bien, donne lieu aujourd'hui à des pistes pharmacologiques. Probablement, c'est l'espoir le plus important que nous avons. Il est d'autant plus important qu'il n'a pas été réellement encore été exploré dans la mesure où, alors, quelques molécules connues ont été testées sans succès, et voilà, l'industrie du médicament a dans ses réserves un grand nombre de molécules qui sont des candidates pour être des inhibiteurs de cette anomalie de cette fameuse protéine et de son agrégation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des interrogations. Les interrogations aussi, elles concernent le modèle de la maladie et de se poser la question de quand on va traiter. Alors aujourd'hui, on sait parfaitement bien séparer quelqu'un, vous allez me dire que c'est une chose qui me paraît d'une grande trivialité, mais quelqu'un qui n'a pas de trouble intellectuel de quelqu'un qui a des troubles intellectuels. Ça, c'est facile à faire. Et on a aujourd'hui des outils de plus en plus sophistiqués qui nous permettent clairement de différencier le normal de l'anormal. Le problème avec cette maladie, ou ces maladies, c'est que lorsque s'installent les troubles, ils s'installent extrêmement progressivement et ils miment en tout point le vieillissement normal d'un individu. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas d'outils suffisamment sensibles et suffisamment spécifiques qui nous permettent de différencier lorsqu'on est qu'on a 80 ans, qu'on perd un tout petit peu la mémoire, enfin quand je dis qu'on perd, qu'on a un oubli bénin lié à l'âge, de quelqu'un qui aurait des troubles de la mémoire qui tracent le début de cette maladie. Et bien évidemment, la logique médicale, elle est imparable, c'est plus on agit tôt, mieux ça vaut. Et
ce défi est un défi, je pense qu'on va réussir à le résoudre dans les années qui viennent. Beaucoup d'efforts de recherche sont menés, mais malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas atteint notre objectif, même si on utilise des techniques hyper sophistiquées, comme par exemple d'injecter un marqueur radioactif qui va se fixer sur cette fameuse protéine amyloïde, et ensuite on regarde avec une caméra qui mesure l'émission de positons, donc les technologies les plus modernes d'investigation, eh bien on a une sensibilité de 56%, c'est-à-dire que finalement, on affirme une fois sur deux la présence de la maladie, mais vous voyez combien c'est insuffisant, et 56%, c'est pas très loin d'une pièce jetée en l'air. La deuxième inconnue, elle est sur le plan de la méthode qui va nous aider à comprendre l'efficacité des médicaments. En fait, quand on a devant nous un patient qui a une maladie d'Alzheimer, la question c'est qu'est-ce qu'on veut réellement améliorer? Est-ce qu'on veut améliorer la mémoire? Est-ce qu'on veut améliorer le langage? Ou est-ce qu'on veut améliorer quelque chose qui est complètement différent, qui est la capacité de compréhension du monde extérieur, dont on voit très bien qu'au fil du temps, elle commence à se brouiller et à devenir difficile. Vous voyez que ce sont des objectifs qui sont très différents, et des objectifs différents correspondent à des outils de mesure qui sont extrêmement différents. Et là, on a un problème de méthode qui n'est pas résolu, car quand on fait l'essai d'un médicament, il faut qu'on ait une variable toute simple à tester. Or, la mémoire, le langage, les fonctions cognitives, il n'y a rien de plus complexe. Alors, est-ce qu'on va tester chacun des éléments? Et donc, on montrera par exemple qu'on est peut-être efficace sur le langage, mais qu'est-ce que ça veut dire pour un individu dans sa globalité? Ou est-ce qu'au contraire, on va faire des échelles globales, ce qui a été fait au cours des années 80 et 90 et dont on voit aujourd'hui les limites? Alors, dans toujours ces situations de crise, eh bien, la crise, ça fait réfléchir. Et ça fait réfléchir et ça nous impose probablement une lecture un peu différente de cette maladie, enfin de ces maladies et de ce que c'est qu'un individu qui est malheureusement atteint par ces déficits. C'est une évidence, mais c'est pas simple, car passer d'une maladie, d'un organe, d'anomalie au microscope à ce qu'est un individu, c'est extraordinairement complexe. En fait, on a été poussé à ce changement de paradigme, si j'ose dire, par un certain nombre de résultats d'études. Et le premier renseignement que nous ont montré ces études, c'est qu'il n'y a pas de parallélisme absolu entre les lésions qu'on voit au microscope et la réalité clinique des patients. Et donc on a été très très étonnés d'observer, c'est notamment les résultats d'une cohorte nord-américaine, de voir des personnes qui avaient accepté de donner leur cerveau pour la science et d'accepter d'être évaluées sur le plan de leur fonction intellectuelle. Après leur décès, leur cerveau est manifestement envahi des lésions qu'Alzheimer a décrites. Pour autant, leur fonction intellectuelle était normale. Et ça, pour la médecine aujourd'hui, c'est une sorte de révolution parce qu'on est nourri finalement de l'esprit anatomoclinique qui a fait naître la médecine moderne à la fin du XVIIIe siècle avec Corvisart et d'autres qui finalement regardaient les patients, regardaient les symptômes et puis analysaient, une fois le patient décédé, les lésions. Et donc la médecine française a été très innovante dans ce domaine, mais on est resté avec ce schéma qui consiste à dire que s'il y a une lésion, il y a forcément des symptômes. Et donc là, on est pris au dépourvu. Et donc, l'idée qui est avancée, c'est de se dire que certes, les lésions existent, mais qu'il y a par ailleurs dans le cerveau un processus de réserve, le mot réserve cognitive dit bien son nom, qui fait que malgré les dégâts, eh bien, le patient résiste et finalement, ses fonctions restent satisfaisantes. Et dans cette idée, il y a à la fois l'explication d'un certain nombre d'observations que l'on fait au quotidien ou que l'épidémiologie nous apporte, et surtout l'idée d'une piste thérapeutique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, sur les lésions elles-mêmes, nous ne sommes pas capables d'avoir des choses extrêmement performantes, est-ce que ça ne serait pas une piste extrêmement féconde de se poser la question de cette réserve cognitive, de comprendre comment elle se structure, et que, voilà, de toute façon, tout processus biologique est soumis à des afférences positives qui la renforcent ou à des afférences négatives qui la détruisent. Et dans une logique de prévention, eh bien, renforcer cette réserve cognitive à tous les stades de l'existence est sûrement une très bonne idée. Identifier des facteurs qui lui sont délétères et les bloquer, c'est aussi une très bonne idée. Alors, cette hypothèse, elle est soutenue par des données scientifiques, des données biologiques qui sont un peu compliquées à interpréter. C'est vrai que voilà, quand on stimule intellectuellement quelqu'un, on se rend compte qu'un certain nombre de facteurs biologiques, qui sont des facteurs qui vont favoriser le fonctionnement ou le développement des neurones, eh bien, ces facteurs sont synthétisés et on voit leur taux augmenter. C'est aussi renforcé par des observations épidémiologiques qui montrent des corrélations. Et cette notion de corrélation est importante à retenir car aujourd'hui, on suit un certain nombre de patients, donc il y a des sujets, il y a des cohortes, on prend. C'est le cas de la cohorte PACWID en France. On a
enrôlés dans une étude à peu près 2000 personnes, et on va suivre ces 2000 personnes pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on est maintenant pratiquement à 30 ans de suivi, et on voit les facteurs qui sont statistiquement associés à l'émergence d'un déclin cognitif. Eh bien, c'est une hypothèse de lien entre ces éléments-là, mais ça nous donne beaucoup d'informations. Ce n'est pas une certitude, car pour avoir la certitude, il faudrait bien sûr exposer, entre guillemets, un groupe de personnes à ce facteur, et puis regarder si l'exposition est effectivement à l'origine d'une augmentation du risque de déclin cognitif. En tout cas, voilà, de ces informations, on a tiré un certain nombre d'enseignements, et je voudrais vous faire partager ces enseignements. Première chose, on voit très bien dans des études quelque chose qui lie, on va dire, le niveau d'éducation et l'émergence de la maladie d'Alzheimer. Alors, vous verrez que le mot niveau d'éducation, c'est quelque chose de très compliqué, mais on voit aussi que le parcours de vie de chacun, par ses complexités, ces stimulations qu'il a pu apporter, va jouer un rôle important. Et puis aussi, on voit que passé la cessation d'activité professionnelle, la manière dont on vit sa retraite peut avoir aussi une importance extrêmement significative. Et puis on voit aussi des phénomènes strictement médicaux dont le lien avec la maladie d'Alzheimer dans son modèle classique de production, l'amylose et la protéine tau, il n'y a pas de lien évident, et pour autant, l'épidémiologie nous montre un certain nombre de liens. Et dans toutes ces choses, eh bien, il y a des informations très importantes à tirer. Vous avez ici sur ce graphique quelque chose qui est très 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 intéressant, qui montre le lien potentiel entre ici l'intensité des lésions anatomiques dans le cerveau et le degré d'altération des fonctions intellectuelles. On voit bien qu'il y a une diminution, c'est-à-dire que plus vous avez des lésions importantes dans le cerveau, bien plus les fonctions intellectuelles vont être altérées. Mais ce qui est particulièrement passionnant, c'est que si on sépare les personnes en fonction de leur niveau d'éducation, eh bien, on a des choses extrêmement différentes. Vous voyez qu'entre ces personnes qui ont eu 22 années de scolarité et celles qui n'ont eu que 15 ans, il y a d'énormes différences. Et ces énormes différences, elles sont à lésions anatomiques constantes. Et donc, ça montre bien que ces personnes, alors dans des circonstances qui vont être difficiles à analyser, se sont constituées une réserve qui leur permet de s'en sortir. Alors, ces données sont extraites d'une cohorte nord-américaine, alors qui est forcément un peu spécifique, puisque c'est une cohorte qui inclut des membres du clergé catholique nord-américain, c'est-à-dire des moines, des sœurs et des prêtres. Alors, est-ce que c'est une population qui est typique? Je vous laisse réfléchir, mais en tout cas, c'est très intéressant de noter cette capacité. Et vous voyez que, alors, bien sûr, ce sont des mesures qui sont des mesures de fonction cognitive. Derrière tout ça, on n'a pas une certitude sur comment ça se passe au quotidien. Mais vous voyez que, voilà, on peut s'en sortir dans certaines circonstances beaucoup mieux quand on a cette réserve cognitive. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette traduction dans la vie de tous les jours de cette réserve cognitive? Eh bien, le niveau d'étude expose à un risque qu'on peut quantifier. Et ce niveau d'étude, il est probablement responsable en lui-même de cette évolution du risque de maladie d'Alzheimer, parce qu'on le retrouve dans tous les pays, et on sait que les pays, surtout dans ces générations, les études qui ont porté sur ces personnes, des générations nées, on va dire, pendant et après la Première Guerre mondiale, les structures des pays font que le niveau scolaire est certes un peu prédictif du destin social de la personne, mais il y a des pays avec des grandes mobilités psychosociales, et donc on a vraiment l'impression que le niveau scolaire en lui-même est quelque chose qui joue un rôle important. Vous voyez que globalement, alors ça varie suivant les pays, mais lorsqu'on a un faible niveau d'éducation, on a en moyenne 2 fois plus de risques de voir apparaître la maladie d'Alzheimer à un âge donné, bien évidemment. Comme si, là encore, cette notion de réserve était clairement décrite, et y compris dans des pays dont les structures sociales sont très très différentes, puisque vous voyez, le nord de Manhattan, qui est quand même un endroit un peu particulier, retrouve finalement les mêmes résultats que la population chinoise. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, une autre étude s'est intéressée au type d'activité professionnelle que les personnes ont menées durant leur existence active. Alors, c'est une étude nord-américaine qui a suivi des personnes âgées de plus de 65 ans, elle les a suivies pendant 4 ans. Alors, on a mesurer le moment d'émergence d'un déclin cognitif, on a ajusté sur le niveau d'étude de manière justement à annuler ce facteur très important. La méthodologie est compliquée, mais les auteurs ont classé les professions en fonction, alors ils ont fait un truc binaire, niveau de responsabilité très faible et niveau de responsabilité très fort, comme si finalement la responsabilité était un élément clé dans une forme de fonctionnement cérébral, et ils ont montré que les métiers à responsabilité faible exposaient
2 fois plus, enfin 2 fois et demi plus, à l'émergence du maladie d'Alzheimer à un âge donné, comme si finalement exercer des responsabilités, quelque chose qui développait un processus qui allait nous aider lorsqu'on allait affronter les dégâts liés à la maladie d'Alzheimer. Et puis, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette étude s'est intéressée aux retraités. Ce sont des sujets qui, là encore, vivent dans le nord de New York. Il y a une équipe qui travaille beaucoup sur ces sujets, qui a inclus, donc vous voyez, 1700 personnes, et qui a suivi ces personnes pendant 7 ans, et qui a corrélé le risque d'émergence d'un maladie d'Alzheimer à un âge donné en fonction du type d'activité de loisir. Là encore, avec une graduation un peu complexe, mais en mettant en avant un certain nombre d'activités qui sont des activités stratégiques, c'est-à-dire qui sont des activités qui vous forcent à planifier ce que vous allez faire, à passer par une première étape, une deuxième, une troisième, puis une quatrième, chaque étape ne pouvant démarrer que si la précédente est correctement conduite. Et donc, on voit bien que là, les gens qui ont des activités de loisirs extrêmement variées, fréquentes, stratégiques, ont une réduction très importante, à un âge donné, de ce déclin cognitif. Et vous voyez que l'ampleur de la réduction est très importante. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que cet effet est observé à tout âge. C'est-à-dire que, quel que soit l'âge des personnes, pratiquer ces loisirs variés, diversifiés, intenses, a cet effet protecteur. Vous avez ici les septuagénaires, les octogénaires et après 85 ans. L'effet est très net. Ah, je fais une bêtise. Vous voyez ici, les gens ont à un âge équivalent moins de fréquence de déclin cognitif que ceux qui n'ont pas ces activités. Alors, cette donnée a été confirmée par plein d'autres études et on est aujourd'hui certain qu'avoir une activité de loisirs riche et variée et stratégique lorsqu'on est retraité à tous les âges, eh bien, va avoir un effet protecteur avec une moindre prévalence du déclin cognitif à un âge donné. Ça a été aussi observé en France dans l'étude PACWID. Et on voit très bien dans l'étude PACWID que la hiérarchie n'est pas une hiérarchie entre guillemets intellectuelle. C'est-à-dire que tricoter, bricoler, jardiner est quelque chose qui protège, entre guillemets, plus du déclin cognitif que la lecture. Donc il n'y a pas d'activité exceptionnelle. Ce qui est très important, c'est l'idée d'activité stratégique. Alors après, il y a l'exercice physique. De très très nombreuses études montrent que l'exercice physique a un effet préventif sur le déclin cognitif. Finalement, sur le déclin cognitif, on retrouve ce que l'on voit dans beaucoup d'autres maladies. Le niveau d'éducation protège des maladies cardiaques, protège du cancer. Eh bien, l'exercice physique va aussi protéger des maladies cardiaques, du cancer et aussi protéger de la maladie d'Alzheimer. Et ce niveau d'exercice physique n'est pas forcément très très important. Alors, il y a des études qui montrent l'effet chez des marathoniens, qui n'est quand même pas le genre humain le plus fréquent. Mais il y a cette étude qui s'appelle « Les femmes en marche », qui a été publiée au début de la décennie précédente, qui s'est intéressée à l'activité déclarée d'à peu près 6000 femmes âgées de plus de 65 ans. Et on a mesuré l'activité physique à travers 2 choses toutes simples, qui sont prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur et suivant le nombre de blocs. Alors c'est une étude nord-américaine, vous savez, la première rue, la deuxième rue, la troisième rue. Et finalement, quand on quantifie la montée d'escalier et le nombre de blocs, eh bien, on a une idée de l'activité physique quotidienne des personnes. Et on voit très bien que les gens qui ont une très faible activité physique vont avoir 2 fois plus de risques à un âge donné que ces femmes qui ne marchent pas, prennent l'ascenseur et leur voiture tout le temps. Deuxième type d'information, ce sont des informations à caractère médical. C'est finalement l'association de situations médicales avec un risque de déclin cognitif et maladie d'Alzheimer. Première découverte qui date du début des années 2000, c'est le fait que le traitement hormonal substitutif, lorsqu'il est pris d'une manière prolongée et tardive, expose à un risque de maladie d'Alzheimer. Et donc ça a été quelque chose qui a beaucoup bouleversé. Le mécanisme exact, on ne le sait pas très bien. Ça nous rappelle peut-être qu'un certain nombre de processus biologiques qui accompagnent le vieillissement sont des adaptations intelligentes pour la survie, protectrices d'un certain nombre de maladies et qu'il ne faut peut-être pas contrecarrer ce que fait la nature, même si par ailleurs, je ne veux pas dire que la ménopause est une chose très heureuse. On a le même phénomène dans l'hypertension artérielle. Alors, dans l'hypertension artérielle, on avait pensé que c'était simple, puisque l'hypertension artérielle est associée à un risque plus important d'accidents vasculaires cérébraux. Il n'en reste pas moins qu'une étude très intéressante a montré que le traitement de l'hypertension artérielle réduisait réellement
le risque d'émergence du déclin intellectuel. Et vous voyez dans cette étude, qui est une étude de grande ampleur européenne publiée en 2002, eh bien, les personnes qui, dans cette étude, recevaient partiellement un traitement par placebo, c'est-à-dire que leur hypertension n'était pas traitée, avaient un risque de maladie d'Alzheimer, non pas de maladie vasculaire, mais de maladie d'Alzheimer, beaucoup plus important que ceux qui avaient été traités. Alors certes, les effectifs sont modestes, mais vous voyez qu'on voit à partir de ces études 2 exemples majeurs de ce que les politiques de santé peuvent améliorer les choses. Premièrement, donner de meilleures recommandations sur le traitement de la ménopause. Deuxièmement, promouvoir un traitement efficace et sans faille de l'hypertension artérielle. Eh bien, ce sont des choses qui peuvent permettre de prévenir une maladie qui est la maladie d'Alzheimer, qui a priori n'a pas forcément de lien évident dans nos schémas physiopathologiques avec ces éléments. Alors par contre, il y a des éléments délétères. Et vous savez qu'il y a actuellement un débat sur le risque qu'induisent un certain nombre de médicaments, et notamment cette classe qu'on appelle les benzodiazépines, c'est-à-dire des médicaments qui sont prescrits pour le sommeil et qui sont prescrits également pour l'anxiété. Cette étude a été menée en France, a été la première qui a clairement démontré le surrisque que l'on a quand on consomme ces médicaments, les benzodiazépines, alors le Stilnox, l'Imovan, le Temesta, tous ces médicaments que vous connaissez, et l'émergence du déclin intellectuel. Cette étude, qui a été assez controversée, puisqu'elle portait, vous voyez, sur un petit nombre de patients, montrait que lorsque l'on démarrait à un âge avancé la prise de ces médicaments, eh bien, on avait un risque très important, multiplié par, on va dire, 0,8, d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et un travail tout récent vient d'être publié avec des données canadiennes qui retrouvent strictement le même résultat. Et on comprend très bien que ces médicaments, qui sont des médicaments, on va dire, qui induisent de la somnolence, qui vous empêchent de faire fonctionner correctement votre cerveau, c'est-à-dire que le cerveau marche comme s'il avait un boulet au pied, eh bien la réserve cognitive, elle va se trouver altérée. Donc voilà, ça serait bien d'avoir une politique publique dans ce domaine, mais il y a des choses qui vont être faites, car aujourd'hui en France, on est surconsommateur de ces médicaments. Ça, c'est un travail que nous avons mené sur des données de l'assurance maladie qui montrent le pourcentage de Français dans les différentes classes d'âge qui consomment différents médicaments. Alors, les Français surconsomment les médicaments, ce qui veut dire qu'ils aiment beaucoup les médicaments et que les docteurs aiment beaucoup prescrire les médicaments. Vous voyez, alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que ici, ces fameux médicaments modulaires du sérum rénine-angiotensine sont des médicaments pour le traitement de l'hypertension artérielle. Et on a l'impression en France que, si on compare avec des données précédentes, l'hypertension artérielle est effectivement traitée, même si la performance du traitement mériterait d'être améliorée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en référence à cette fameuse étude qui montrait le gain du traitement de l'hypertension artérielle. Par contre, là, c'est pas bon. Vous voyez qu'après 80 ans, plus de 40% des Français vont, alors là c'est une étude menée sur le trimestre, acheter à la pharmacie sur prescription médicale un de ces fameux médicaments qui altèrent la réserve cognitive. Donc là il y a une politique de santé, une éducation aussi, car voilà, le médicament magique pour dormir c'est compliqué. Donc ces données sont, vous voyez que finalement on est dans un espèce de mélange de facteurs positifs et de facteurs négatifs, mais un grand nombre de ces facteurs sont accessibles à des politiques de santé. Ça, c'est de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on recule l'émergence de la maladie ou éventuellement on l'évite. On peut aussi faire une prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est finalement pour les personnes qui ont la maladie, dans quelque sorte, maîtriser l'évolution. Alors, c'est connu depuis très longtemps, l'interaction entre les fonctions intellectuelles et l'état de santé, notamment chez les malades âgés. J'irai très vite sur ce schéma qui est le schéma fondateur de la pensée gériatrique, qui dit simplement que nos fonctions intellectuelles, elles sont le reflet de 3 éléments. Alors, ça a été démontré tout d'abord par nos maîtres dans l'insuffisance cardiaque, mais ça a aussi très bien montré dans les fonctions intellectuelles. Eh bien, il y a le vieillissement qui ne nous améliore pas indiscutablement. Il y a c'est le facteur 1. Il y a un facteur 2 qui est d'une maladie, la maladie d'Alzheimer, mais qui peut être à un moment équilibré. Et puis, elle peut nous emmener dans la défaillance. Mais il y a aussi tout ce qu'on a montré dans la clinique gériatrique, c'est-à-dire que toute agression du cerveau eh bien, va précipiter ces personnes qui ont des réserves amoindries dans la défaillance. Et qu'est-ce que fait cette agression ? Finalement, d'une certaine manière, elle attaque cette fameuse réserve cognitive. Alors cette agression, elle est multiple de tous les types, et c'est notamment des maladies qui sont des maladies associées. On voit très bien dans cette cohorte française qui a suivi plusieurs milliers de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et apparentées, combien sur la perte des capacités instrumentales de la vie quotidienne, c'est-à-dire être capable de téléphoner, de gérer son traitement, de gérer ses déplacements, de gérer son argent, eh bien, en fonction du nombre d'hospitalisations durant le suivi, à 1 an, vous voyez que plus on est hospitalisé,
plus on est dans la catégorie des gens qui vont perdre l'autonomie fonctionnelle. On voit bien que ce n'est pas la maladie qui évolue d'une manière suraiguë, c'est bien l'impact du reste, et on sait très bien, c'est de la clinique au quotidien, que quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, qui fait une pneumonie, un infarctus du myocarde, une poussée d'insuffisance cardiaque, eh bien, il va payer en quelque sorte un prix cognitif à ces maladies. Autre élément qui est aussi extérieur au processus, c'est les bénéfices de l'exercice physique. On les a vus dans la prévention primaire, et bien ça marche aussi dans la prévention secondaire. Ensuite, l'interaction psychosociale. Ça n'est pas parce qu'on est atteint du mal d'Alzheimer que tout doit s'arrêter. Cette réalité, elle est compliquée parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours réalisé. Et c'est aujourd'hui difficile et complexe d'avoir sur le dos, si j'ose dire, le dossard du mot Alzheimer qui a été prononcé. Pour préparer cette communication, j'ai eu besoin de travailler sur des données scientifiques. J'ai pu, grâce à tout un tas d'outils, aller très vite. Alors qu'avant, il m'aurait fallu une semaine de travail, eh bien, j'ai considérablement eu du temps, ce qui m'a permis de faire autre chose. Et on voit très bien qu'on est une société où on est dans des stimulations de plus en plus riches. Et bien, tout ça, finalement, nous donne un avenir plutôt sympathique. Et il n'y a pas de raison que lorsqu'on fera cette étude dans 20 ans, les Britanniques vont le refaire, eh bien, peut-être que la fréquence du déclin cognitif que l'on observe aujourd'hui à 85 ans, ça sera celle des gens de 95 ans et on aura gagné beaucoup d'années. Vous savez, ce vieux slogan « ajouter de la vie aux années », ben finalement, il est en train de se réaliser et il faut considérer les choses avec un regard très optimiste. Voilà, je vous remercie de votre attention.